Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marharabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. J'espère que tant bien que mal vous avez passé une belle journée. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Il est 19h01 précisément. D'ici quelques minutes, le coup d'envoi de cette grande finale. L'actualité oblige, on va parler de sport ce soir. C'est unique, c'est une grande première. L'Afrique est représentée, le Maghreb est représenté, le Maroc est représenté, est en place ce soir pour une demi-finale. Une demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique, du Maghreb, bien évidemment, ça va de soi, qui arrive donc en demi-finale. On va revenir bien évidemment sur déjà sur ce beau parcours du Maroc. On va parler de fraternité, de liesse, de confort, aussi de culture, de message derrière les joueurs, derrière les entraîneurs. On a aussi vu des joueurs qui ont accompagné, emmené leur maman sur le terrain de foot. C'est aussi ça la culture du Maghreb, c'est la culture de l'Afrique. C'est du jamais vu. Donc il y a vraiment énormément de messages, un engouement national au Maroc, international, un engouement aussi en France, au Maghreb bien évidemment. On en verra quelques images tout à l'heure où notamment les Tunisiens et les Algériens sont, comme ils le font d'ailleurs depuis toujours, très proches de leurs frères marocains, car on viendra bien évidemment, même si parfois là-haut, dans les hauteurs des sommets des pouvoirs, il y a des discordes et des problèmes diplomatiques. Ce n'est pas du tout ce qui se passe entre les peuples. Donc on verra toute cette fraternité. Et puis d'un autre côté, on verra aussi, c'est le titre de l'émission d'ailleurs qui est déjà affiché, merci Karim, France-Maroc, Maroc-France, sport, football, mais aussi politique. Une demi-finale qui s'est totalement politisée maintenant depuis plusieurs heures dans plusieurs médias internationaux. On verra tout à l'heure notamment un extrait d'une télévision allemande. Vous verrez l'amalgame qu'ils font notamment entre les joueurs qui donnent l'index, le signe donc vers le ciel, qui est la shahada, la profession de foi, et qui en parallèle montre des armes, des images liées peut-être au terrorisme. Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là? On y reviendra. Voilà, politique, polémique, discrimination, amalgame, racisme, tant de sujets qui sont arrivés maintenant sur les plateaux télé énormément en France. On essaiera de comprendre pourquoi ici, notamment, on parle de visa, d'immigration, d'émeutes, de violence ce soir avec nos invités. Sur le plateau, Gamal Abina, on a le plaisir de le retrouver, analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. Cher Gamal, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi. Lies Jebaili, ingénieur économiste, militant politique, analyste, hirakiste aussi. Il suit le hirak depuis maintenant le début. Bonsoir, cher Lies. Bonsoir, cher Ben. Merci pour l'invitation et toutes mes salutations à l'équipe El Marharabiya. Merci infiniment. On va venir nous rejoindre, connu aussi des médias, fut un temps élu politique, grand militant antiraciste. Il sera avec nous pour quelques minutes. Majid Meshouden, il sera avec nous dans quelques instants. Et puis, on recevra aussi le docteur François Deroche, président de l'association Justice et Droit sans frontières. Ce que je vous propose, c'est qu'en image, on va regarder cette petite introduction. C'était la semaine dernière, il y a quelques heures maintenant. On en a encore tous touché, émus. Vous allez voir des images d'abord de fête, de fraternité, notamment entre plusieurs peuples, et ce, aux quatre coins du monde. 19h06, si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus sur El Marharabiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Avec nous sur le plateau, Gamal Abina et Lies Jebaili. On vient de voir ces quelques images avant d'évoquer, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, on va sortir malheureusement du sport, mais il faut en débattre. On va revenir sur toute cette polémique et parfois cette haine, ces mots employés par certains même journalistes, on l'écoutera. Mais d'abord, quelques mots, Gamal Abina. Vous souriez, vous étiez en train de regarder ces images avec une telle passion. D'abord, c'est beau, le parcours sportif est très beau, techniquement parlant. Et puis, ces images aussi, on a une vraie leçon, encore une fois. C'est ça l'Afrique, c'est ça le Maghreb, c'est ça le Maroc. Tout à fait, c'est une magnifique image qu'on a vue. Ça m'a fait plaisir parce qu'en plus, j'ai vu ma ville de Gigel qui manifestait. Sachant que j'ai manifesté à Paris sur les Champs-Élysées quand il y a eu la victoire. Ils ont quand même vaincu 4 des 12 meilleures équipes au monde, dont la deuxième meilleure équipe qui est la Belgique, c'est pas rien.
Ils ont tout de même vaincu sans prendre un seul but, sauf une fois contre son camp, mais ce n'est pas l'adversaire qui l'a mis. Ils ont vaincu avec un parcours qui était extrêmement tordu. On savait que dès le démarrage sur les premiers poules, ils avaient quand même 2 gros morceaux à affronter et ils sont passés. Et puis surtout, les Marocains ont montré du cœur à l'ouvrage. C'est une équipe qui a montré une cohésion de groupe incroyable. On a vu ces images extraordinaires. On a vu les mamans qui venaient voir leurs enfants. Et ça, c'est une chose très forte que Mona Chollet avait d'ailleurs souligné, à savoir que cette tradition de famille était présente sur le terrain. Et on se rend bien compte qu'au-delà même de la performance extraordinaire de qualité, qui est due pour l'essentiel à 80% de l'immigration, on parle bien de la diaspora qui a participé, comme d'ailleurs pour l'Algérie. Et bien que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, c'est eux qui font la différence, en plus des Marocains évidemment de là-bas. Et un mot sur ces messages. Alors en dehors du football, il y a toutes les grandes équipes, à un moment donné, elles arrivent effectivement à un niveau où elles sont préparées. Il y a du jeu, ça c'est normal. Mais là, il y a encore une fois, on se rend compte tout de même. Alors on a vu, on en parle souvent ici, on a vu avec l'Algérie, le Hirak, c'est des vrais messages derrière de pacifisme, à tous les niveaux. On pourrait encore en refaire et on en reparlera longuement sur la chaîne. Mais là, il y a encore un message derrière ça. Je le disais tout à l'heure, on a vu des joueurs accompagner leurs familles, leurs enfants, leurs mamans sur le terrain. C'est une beauté parce qu'à la fois on sent le respect, déjà c'est une chose importante, de ces femmes voilées qui sont tellement décriées en France, de ces Chibaniya pour la plupart d'entre elles qui sont des pauvres. Il y a un des Hakimi qui disait que sa maman était pauvre et qui ferait tout pour qu'elle sorte de la misère. C'est vraiment la classe sociale inférieure, c'est les défavorisés de l'Europe, c'est ceux qu'on a racisés, dont on ne veut pas entendre parler, et ceux à qui on reproche aujourd'hui de célébrer la victoire des pauvres du tiers-monde en substance. Et surtout les belles images, c'est de se dire que un peuple qui est derrière une équipe à laquelle il ne croyait pas vraiment. Moi, je ne vous cache pas que je vais régulièrement à la radio et quasiment l'Algérien disait « je crois à cette équipe comme jamais » puisqu'il y a 4 ans en Coupe du Monde, elle a été volée. Ils auraient dû faire un parcours qui ressemblait à celui-ci, sauf que l'arbitrage leur avait été défavorable. Cette fois-ci, l'arbitrage, et il faut le souligner au Qatar, est exemplaire. Il n'y a pas eu de triche quasiment, si ce n'est peut-être une petite triche contre le Maroc sur le dernier match. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une belle leçon de vie, que ce sont des belles images et surtout, c'est le plus important à mon sens, les Marocains ont pris le relais avec la gloire de l'Algérie en étendant le drapeau palestinien pour dire nous n'abandonnons pas la lutte à un peuple qui souffre et qui subit les misères. C'est vrai que ce sont aussi des équipes qui sont réellement engagées. Alors, je sais que vous aimez le sport, hein, oui. Yes Jebali. Oui. Vous pouvez parler football une ou deux petites minutes, bien évidemment. Mais derrière, il y a vraiment cette culture-là et puis ces images qui font le tour de la planète. Hein. S'il y a bien un événement qui fait le tour du monde, en l'espace de quelques jours, c'est la Coupe du Monde. Alors, sur le plan sportif, sur le plan footballistique pur, les Marocains étaient dans un groupe très relevé. Hein. Absolument. Ils sont arrivés en premier. Ils ont battu le Canada, qualifié en 8e de finale. Ils ont eu la Belgique, grosse équipe. Ils ont eu après l'Espagne. L'Espagne, très bonne équipe. Hein, le jeu de Barça, quasiment la majorité des joueurs viennent du Barça et du Real. Après, ils ont battu le Portugal, de Cristiano Ronaldo, de Fernandes, de Ramos. Donc, c'est un parcours, sur le plan sportif, il est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, ils méritent leur ticket pour les demi-finales, sur le plan sportif. En plus, le schéma de jeu proposé par le Guelagui, qui est un binational, hein, c'est ça, proposé est un jeu séduisant. Pour moi, les séduisants, ils stratègent. C'est-à-dire une bonne défense, on fait sortir la balle assez rapidement et on rencontre. Ça, c'est un schéma. C'est un schéma c'est un schéma de jeu qui est proposé par un jeune qui fonctionne. Il a apporté ses fruits. Sur le plan de l'émotion, sur le plan des liesses de joie, ça nous a fait, ça nous a mis, sur une autre, orbite, sur le planète. On était sur une planète parce que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, c'est la même continuité. Ce sont les mêmes traditions. Ce sont nos frères. On est métissés avec eux. Il y a des alliances de mariage. Mais on a l'impression tout de même que, si on parle de continent, on a l'impression tout de même que lorsqu'il y a un pays d'Afrique, parce qu'on parle de l'Algérie, de la Tunisie, mais toute l'Afrique subsaharienne est derrière le Maroc. Et là, on a l'impression quand même que ce continent qui est l'Afrique, avec des pays en voie de développement, avec des situations de pouvoir autoritaire, avec des situations économiques, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour en parler, on a tout de même l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il y a ce continent qui est lié.
Parce qu'il y a une alchimie d'abord, ce sont tous des pays qui ont été colonisés, excepté l'Éthiopie, qui est le seul pays qui a échappé à la colonisation. Et surtout parce que ces pays, en plus ils rencontrent les anciens colonialistes, je veux dire la Belgique, bon, on sait ce que c'est, par rapport à l'Afrique centrale. Ils ont battu les Belges, donc ça a du sens en Afrique centrale. L'Espagne, le Portugal, deux grands pays colonisateurs. Aujourd'hui la France, c'est quand même des choses assez costauds. Et surtout, il faut se rappeler une chose importante. Il a commencé le Maroc avec un démarrage de foot, on parlait de foot à l'instant, on lui a refusé un but. Absolument. Ils ont fait une VAR contre lui. C'est-à-dire que ça commence pas sur les chapeaux de roue. Absolument. Et pour autant, Ziyech, Hakimi, ce duo attaquant extraordinaire, ne baisse pas la tête. Et les Africains, qui étaient complexés, il faut être très honnête, on était complexés en foot. Hein. À part l'Algérie, qui montrait quelques signes un petit peu d'arrogance vis-à-vis de l'Allemagne, eh bien, ils ont montré, les Marocains, que c'était possible. Parce que les Africains sont les meilleurs joueurs. Et j'ai même une plaisanterie, je dis régulièrement, chaque fois que je passe sur un plateau ou une radio, je dis, mais aujourd'hui, il reste encore deux équipes africaines en lice pour la Coupe du Monde. L'équipe de France et l'équipe du Maroc. Il faut être très honnête. Donc c'est vrai que ces images sont belles et toute l'Afrique est derrière parce que c'est un espoir qui est levé et ça fait du baume au cœur. Enfin, toute l'Afrique est derrière, donc le Maroc, il est en train de remettre l'Afrique au sommet. Absolument. C'est ça, c'est très important. C'est l'image qui va rester après ces matchs. Avec ce parcours, l'Afrique, elle est sur le devant de la scène. Tout à fait. On en a vu des drapeaux tunisiens, algériens, c'est normal. Sénégalais, maliens. Mais on a vu aussi des drapeaux sénégalais, maliens. C'est l'Afrique, c'est la vieille Afrique, en fait, ancestrale, qui revient en force. Et puis aussi, c'est le football africain. Et pour dire aussi, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas... Enfin, l'Africain... Il n'est pas complexé. Il peut jouer un match de haute facture dans des poules de Coupe du Monde. Ben voilà, donc nous supportons le Maroc, nous supportons l'équipe marocaine et je croise les doigts. J'espère aussi. Moussa Faki d'ailleurs a félicité l'équipe du Maroc, le président de l'Union africaine. Il y a aussi un message politique aussi quelque part, cette équipe marocaine aussi. On a vu, comme disait Ben, le drapeau palestinien. Ça veut dire quelque part, il y a un peuple qui est opprimé, et un peuple qui est opprimé, qui milite aussi pour être un pays indépendant, c'est la Palestine. Et vous savez, tout est transversal finalement. Des joueurs et des équipes qui effectivement assument énormément de choses. On passe maintenant, on va dire aussi à un autre angle de cette Coupe du Monde, j'ai envie de dire malheureuse parce que on a vu maintenant depuis le début de cette Coupe du Monde qu'il y a les matchs, les commentaires, les buts, les effervescences, les liesses de joie. Mais malheureusement, le football qui s'installe sur les plateaux de télé et qui dépasse parfois des débats, des problématiques où il y a des amalgames. On va essayer d'en diffuser quelques-unes ce soir et essayer de réagir sur notamment sur ce qu'on peut entendre. Journaliste, grand journaliste, connu notamment en France, Yves Calvi qui parle bien évidemment d'une excitation qui est à son comble sur cette demi-finale, mais qui dit tendez bien l'oreille, vraiment tendez bien l'oreille sur cette vidéo qui dit, qui interpelle notamment les grincheux qui auraient peur de certains débordements et dit clairement, mais ne vous inquiétez pas, le Maroc n'est pas l'Algérie, on l'écoute et on réagit derrière. C'est pas si le roi Mohamed VI fera le voyage, mais dans tous les cas, l'excitation est à son comble. Pour les grincheux qui s'inquiètent des éventuels débordements en France, rappelons que le Maroc n'est pas l'Algérie, que nous n'avons pas été divisés par une guerre coloniale et enfin que les Marocains sont exactement comme nous en 1998. Ils attendent depuis si longtemps une grande victoire de leur équipe, autant nationale que binationale. Gamal Abina. J'ai envie de dire qu'il... Alors voilà, on est en direct, j'ai le docteur François Deroche qui m'appelle, excusez-moi pour la technique. Voilà, je vais demander à mes collègues, mes gentils collègues en régie de prendre contact avec. Simplement, Yves Calvi a deux défauts. Le premier, c'est que c'est un ignorant. Quand on sort une vérité, il faut faire un petit peu d'histoire, il faut être bête. Et ce qu'on doit rappeler à Yves Calvi, qu'un de ses aïeux, un de ceux qui a vendu la France aux nazis, qu'on connaît, le vainqueur de Verdun, a bombardé le Rif, 200 000 morts au gaz moutarde. Donc déjà, de dire qu'il n'y a pas eu de conflit entre la France et le Maroc, alors qu'il y a un protectorat et des massacres de masse, non, déjà, ça commence mal. Ensuite, de faire croire que le Maroc, comme la France depuis 98, attend, non, il n'attend pas depuis 98. Comme toute l'Afrique, on attend depuis toujours. Il n'y a pas de marqueur dans le temps. Et surtout d'expliquer, le Maroc, c'est pas l'Algérie, ils sont plus civilisés. Si ce
genre de stupidité, si on veut les dire, je lui rappellerai simplement que Molenbeek, ce sont les Marocains, et ça s'est mal passé, ils sont venus en France, il y a eu des attentats. Ça ne veut pas dire les Marocains, ça veut dire que c'est un peuple Non, mais maghrébin. comment peut-on faire d'abord dire que tel peuple n'est pas un autre Il alors que distingue ça, c'est le mais même comment peuple. peut-on faire le lien en disant les grincheux ou ceux qui sont inquiets du fait qu'il y ait des débordements, le Maroc n'est pas l'Algérie. Mais ça, c'est suscite honteux de quoi, sa ça part, parce que ça veut dire qu'il essentialise. Quand il y a les attentats qui viennent du Maroc, de Syrie, de n'importe où, ça n'a pas d'importance. Ce sont des dérives d'êtres humains singuliers, c'est pas un peuple. Si on commence à caractériser un peuple en fonction du passé, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu quand même des violences au Maroc pour la libération. Ça ne s'est pas fait comme ça non plus. Il faut se rappeler quand la France rentre au Maroc, elle tue des gens. Il faut se rappeler les 200 000 morts rifins qu'on n'a pas oubliés. Donc ça, c'est un ignorant qui parle tout simplement. Donc je pense qu'il ne faut pas lui donner beaucoup de crédit à part ce côté un peu limite raciste. Une réaction aussi sur ce que vous venez de... Moi, ça m'a choqué, au fait, de la part de Yves Calvi. Oui, Je connais pas son passé. Je sais que c'est un journaliste. Il a animé une émission C'est dans l'air, c'est ça? C'est dans l'air, il était pas très C'est bon. dans l'air, voilà. Donc, en faisant la distinction, c'est-à-dire entre le Maroc et l'Algérie, remettre encore l'Algérie. Mais Bon, justement, alors, vous soulignez Yves Calvi, mais Ouais. en la personne d'Yves seulement, Calvi, c'est autre chose. Hein. Il était effectivement chez nos confrères de France 5, RTL, BFM. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, dans une Coupe du Monde, dans un magnifique tournoi qui réunit les pays, les drapeaux, les cérémonies, des fêtes, on prend un thé, un café, on prend un verre entre amis, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce genre de propos s'invite chez les téléspectateurs? Moi, je vais dire simplement, Charlotte Dornelas, bon, il y a beaucoup de chaînes comme ça qui sont très marquées à droite, voire extrême droite. Charlotte Dornelas, qui parle, elle dit quoi? Elle commence par attaquer le Maroc, hein. C'est normal, ils sont actuellement en train de concourir. Puis après, et oui, mais les Algériens en 2014, mais il y a toujours l'Algérien qui sort derrière. Cette haine reste, qui est, elle, d'origine portugaise. Donc j'aime beaucoup quand on parle de France, quand on est d'origine portugaise, et quand on a un produit récent. Mais j'ai envie de dire simplement, moi j'ai toujours été choqué par l'idée qu'on nous intime l'obligation, c'est ce que disent tous les médias actuellement, de choisir entre notre pays d'origine et la France. Non, moi je choisis les pays outsiders. J'aime bien les petites équipes, c'est une chose. Et ensuite, est-ce que des Français de souche, on met des guillemets, sortent avec le drapeau algérien lorsque l'Algérie gagne, ou le Marocain, ou je ne sais quel pays d'Afrique? Non, ils ne le sortent pas, on ne leur demande pas de le faire. Alors pourquoi ils embêtent des gens qui ont un attachement pour un pays? Ça peut être le Brésil, le Maroc ou l'Algérie, on s'en fout. Quand on aime une belle équipe, on a le droit de la soutenir. Mais ça, c'est problématique. C'est justement ça la question. Je ne voudrais pas faire le Calimero moyen, mais imaginons, et on l'aurait souhaité aussi bien évidemment, hein, je prêche des convaincus, imaginons que l'Algérie aurait été en demi-finale. On aurait peut-être entendu totalement Pire. encore autre chose. Oui, Pourquoi est-ce que l'Algérie s'invite encore une fois ici à... Oui, il la en fait, convoque. Elle a pas Au fait, invité. l'Algérie s'invite ou elle est convoquée. Enfin, pour moi, exhiber un drapeau étranger, algérien, marocain ou tunisien et montrer sa binationalité, c'est pas quelque chose de transgressif. Je sais pas si non du tout. C'est une richesse. Ça touche pas les approches essentialistes de l'identité nationale, c'est ça? Tout à fait. Je pense que maintenant, est-ce que j'entends par-ci, par-là certains grincheux qui disent est-ce qu'on a mal assimilé ou est-ce qu'il y a un défaut d'assimilation ou est-ce qu'on n'arrive pas à intégrer quoi? On intègre c'est des Français à part entière, si j'ai bien compris. Ils ont leur pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Est-ce qu'on intègre en laissant de côté leur culture d'origine? Non, je veux dire, c'est... Alors, va venir nous rejoindre dans un instant Majid Meshouden qui est avec nous. On va regarder ici ces images. Vous allez voir aussi, c'est incroyable. C'est une télévision allemande et qui parle de football du Maroc et qui fait un lien, je vous le disais tout à l'heure, entre donc le signe qui est lorsqu'on fait la profession de foi, la shahada, avec des images. Vous allez voir, je vous laisse regarder. C'est horriblement choquant. Aber ein Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Bevor die Dschihadisten die Geste proklamierten, galt sie im Islam allgemein als Zeichen der Einheit. Marokko hat ja, wir haben drüber gesprochen, Samstag also als erste Nationalmannschaft vom afrikanischen Kontinent überhaupt das Halbfinale der WM erreicht. Voilà, des images quand même assez curieuses. On en parle avec nos invités. Je vais vous donner la parole, messieurs, sur le plateau pour réagir. On va saluer Majid Meshouden. Bonsoir, cher Majid.
Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été élu, vous êtes militant antiraciste, vous faites pas mal de médias, vous êtes assez connu et populaire. Comment vous réagissez lorsque vous voyez maintenant d'abord ces images qu'on vient de diffuser? Je ne sais même pas quelle analyse on pourrait leur donner. On écoutait tout à l'heure un confrère, Yves Calvi, qui faisait un amalgame entre ces deux pays du Maghreb, l'Algérie, les débordements, le Maroc. On pourra écouter tout à l'heure, si on a le temps, je l'espère, d'autres réactions. Comment vous analysez un peu votre vision de cette Coupe du Monde de football du Maroc, l'Afrique, le Maghreb, qui donne l'occasion à tous ces médias, presse écrite, les réseaux sociaux, les émissions de télé, à un moment donné, à sortir totalement du jeu, du talent des joueurs, de la fête et de la joie du ballon rond et de ce que ça peut apporter, vers des polémiques, de la discrimination, du racisme, de l'amalgame et parfois malheureusement à susciter pour certains une certaine haine. Alors en fait, je ne sais pas par où commencer parce qu'on assiste effectivement à un déferlement de propos haineux, islamophobes. On voit bien que le problème, c'est pas la binationalité, c'est la binationalité quand ça concerne l'Afrique, les Africains, les Arabes et les musulmans. Et donc on voit bien qu'effectivement, depuis quelques semaines, on assiste à des procès d'intention faits aux personnes ayant la binationalité et faisant le choix soit de soutenir, là en l'occurrence pour ce soir, le Maroc, soit de soutenir la France, soit de soutenir d'ailleurs les deux. On n'aurait jamais entendu ces procès d'intention si il s'agissait de franco-ukrainiens, de franco-belges, de franco-polonais, etc. On le sait très bien. Donc effectivement, c'est un problème, mais il y a une vertu à ces polémiques, c'est qu'ils ont réussi, à leur corps défendant, à unifier quelque part ce peuple d'Afrique, parce que même des personnes qui n'imaginaient pas forcément un instant soutenir le Maroc, soit parce que la Coupe du Monde ne les intéresse pas, soit parce que ce n'est pas leur équipe de cœur, se sont dit finalement c'est toute l'Afrique qui est attaquée, ce sont les musulmans, ce sont les Arabes, c'est cette binationalité qui est visée. Donc nous allons faire en sorte que le Maroc puisse aller le plus loin possible, ne serait-ce que pour donner aussi une leçon à ces commentateurs, à ces politiques, à ces éditorialistes qui ont une lourde responsabilité dans toute l'islamophobie qui se dégage à longueur de médias. On a l'habitude toute l'année, quand c'est pas le voile, c'est autre chose. Donc il fallait absolument trouver un moyen de rattacher leur islamophobie à la Coupe du Monde. Ils ont trouvé le moyen de le faire parce que le Maroc est allé très loin dans la compétition. Et finalement, même après ça, ils trouvent autre chose qu'il arrive pour dénigrer encore une fois les personnes qui sont binationales d'un pays d'Afrique, arabes, musulmans. Ils vont trouver le moyen de dénigrer ces personnes issues des quartiers populaires qui n'ont aucun problème avec leur binationalité. Ce sont les médias qui les renvoient à leur pays d'origine. C'est les employeurs qui souvent renvoient ces gens-là à leur pays d'origine. C'est la police, quand elle les contrôle, qui les renvoie aussi souvent à leur pays d'origine. L'amalgame entre manifestants et casseurs est régulièrement fait pour ces populations-là. C'est jamais le cas si ce sont des Portugais ou des Espagnols qui vont fêter ça sur les Champs-Élysées. On voit bien de la manière dont la police réprime la joie des manifestants quand il s'agit de célébrer la victoire d'un pays d'Afrique. Donc effectivement, après il y en a d'autres qui ont essayé de profiter de ça pour monter les Algériens contre les Marocains ou autres, sauf qu'ils n'ont pas compris que ces peuples-là se respectent et sont attachés l'un à l'autre. Et qu'on ne rentre pas dans ce style de polémique. Mais c'est bien triste que la France soit tombée à ce niveau de stigmatisation, à ce niveau de racisme, d'islamophobie, à longueur de médias. Un quotidien a fait une petite vidéo là-dessus pour relever notamment sur CNews pour les propos racistes qui avaient été tenus. C'est inacceptable. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si les propos avaient visé d'autres communautés, beaucoup de personnes influentes auraient saisi le CSA, aujourd'hui l'ARCOM, pour demander à ce que ces propos soient punis pour incitation à la haine. Mais on voit bien que lorsque ce sont les Arabes, les musulmans, ici en l'occurrence les Marocains qui sont visés, effectivement ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même importance pour les gens.
Et on voit bien qu'il y a certaines populations qui sont acceptables, d'autres qui le sont moins, des doubles cultures qui sont acceptables, d'autres qui le sont moins. Mais c'est une raison de plus pour rester unis et pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, c'est le racisme d'extrême droite. La double nationalité a toujours été au cœur des combats de l'extrême droite. Ça continue aujourd'hui. L'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, elle est protéiforme dans ce pays. Ce n'est pas uniquement le Rassemblement national, ce n'est pas uniquement Zemmour, c'est beaucoup d'éditorialistes, c'est beaucoup de gens qui passent sur CNews, sur BFM TV, dans ces médias influents. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite, ce qu'ils appellent leurs idées, ce ne sont pas des idées, ce sont des appels à la haine. Elles sont partout malheureusement. Et effectivement, c'est du sport. Ils ont voulu donner un tournant politique à cet événement, mais politique dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment dommage. Moi-même, qui ne suis pas un féru de football, ne peut pas être insensible lorsque c'est détourné à des fins racistes. C'est comme ils le font avec la laïcité ou d'autres sujets. Je ne suis pas surpris, c'est énervant, mais je ne suis malheureusement pas surpris. Majid Massoud, merci d'être avec nous. Je vous prends encore 2-3 minutes, mais effectivement, vous dites cette binationalité, elle pose souvent problème, et souvent quand c'est lié à l'Afrique. Mais quand on voit l'équipe de France, par exemple, on a le Congo, le Mali, le Bénin, le Liban, la Guinée-Bissau qui est représentée, enfin qui en tout cas des joueurs sont d'origine, l'Algérie avec Benzema, le Maroc avec Guendouzi, le Cameroun. Alors d'un côté, on a cette immigration, ces hommes et ces femmes binationaux qui apportent quand même leur parcours, leurs compétences, leur passion à ces pays occidentaux comme la France, et qui parfois sont tout à l'honneur, et tout de même qui sont continués notamment à être stigmatisés, discriminés, notamment comme on peut le voir sur ces images. Pourquoi selon vous ce double jeu J'imagine par exemple, si on prend des élus d'extrême droite, on a une pensée pour Éric Zemmour, mais j'imagine ce soir, s'il a des joueurs d'origine un peu africaine qui amènent l'équipe de France en demi-finale, j'aimerais bien avoir sa réaction. Sa réaction, on la connaît. Ils n'ont pas cité ces joueurs-là. On l'avait avec Jordan Bardella ou d'autres qui ont félicité seulement Giroud et pas Tchouaméni, qui avait lui aussi marqué un but. L'un est blanc, l'autre est noir. Voilà, c'est l'extrême droite dans toute sa splendeur. Et souvenez-vous aussi que certains fils d'immigrés cessent d'être français à l'heure où ils ne font pas gagner leur équipe. Donc on n'est pas à l'abri demain que si l'équipe de France s'arrête, on trouvera toujours un responsable ou des responsables dans l'équipe, et de préférence des responsables non blancs. On a vu à quel point Benzema avait été ramené à son pays d'origine aussi quand il a connu des difficultés, y compris extra-sportives. Donc c'est malheureusement le quotidien dans ce pays, où le racisme est malheureusement roi, où une majorité de Français estiment que des députés du Rassemblement national, en fait, c'est des députés comme les autres. Donc en fait, quasiment tous les médias ont participé à cette banalisation, à cette normalisation de l'extrême droite. Et du coup, on en paye aujourd'hui des conséquences parce que des discours, des propos qui auraient été jugés inacceptables il y a 10 ans, aujourd'hui passent pour être des propos tout à fait acceptables. Et c'est ça qui est complètement ahurissant et dangereux. Et en face, face à cette extrême droite, on n'a pas cette gauche qu'il nous faut, une gauche réellement antiraciste, qui s'attaque aux propos racistes et islamophobes, qui en fait une priorité et le cœur de ses préoccupations. Et donc, on assiste effectivement à une extrême droite toute puissante, qui a une vice-présidence à l'Assemblée nationale, qui est invitée dans tous les médias quotidiennement pour dérouler ses idées de haine et de rejet de l'autre, ici en l'occurrence des Marocains. Donc moi, rien que pour ça, je ne peux que être de cœur avec eux face à ce déferlement de haine. Mais encore une fois, je pense que le pire n'est pas encore là. Et je pense que les années qui vont venir vont être aussi compliquées. Est-ce que, dernière question, merci, imaginons par exemple que le Maroc l'emporte. On le saura dans quelques minutes. Maintenant, ça va aller vite. Est-ce que malheureusement, on pourrait imaginer d'autres réactions, d'autres interventions, notamment de la part de spécialistes, de commentateurs, aussi sur les réseaux sociaux, contre l'Afrique, contre le Maroc? En tout cas, des réactions qui ne rentrent pas dans l'analyse sportive en tant que telle, hein, bien évidemment.
c'est sûr que, comme on dit, leur somme pourra s'exprimer de différentes manières si le Maroc l'emporte ce soir. Mais en fait, ils vont surtout essayer d'exploiter la joie des supporters marocains qui défileront un peu partout en France et ailleurs pour tenter de faire passer la joie pour de l'aide anti-française, pour dire que quand on est binational, on ne peut que soutenir le pays dans lequel on vit, qu'on doit faire fi de ses racines, qu'on ne doit pas soutenir un pays qui n'a jamais atteint les finales du monde. C'est le pays africain à faire. Donc il y aura toujours un moyen, si vous voulez, de pointer du doigt l'arabe, le musulman, en l'occurrence le marocain, de vouloir diviser. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprise, que ce soit en cas de victoire de la France ou en cas de victoire du Maroc, quoi qu'il arrive, c'est le créneau d'extrême droite, c'est leur boutique. C'est leur fonds de commerce. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, quelle que soit la situation, ils trouvent toujours le moyen de venir cracher leur haine des Arabes, des musulmans, merci. ici en l'occurrence des Marocains. Merci, cher Majid Messaouden, militant antiraciste, entre autres. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va dans un instant retrouver pour, pareil, 4-5 minutes chrono. Le temps passe très vite pour donner la parole à mes invités sur le plateau, le docteur François Deroche. On va écouter ici notamment le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui est quand même un journal plutôt tendance à droite. Un peu extrême droite. Merci, messieurs, pour la précision. Vous allez voir que pour lui, ça lui pose un problème, notamment que des citoyens, citoyennes issus de deuxième, troisième génération ne sont pas pour la France, mais pour le pays dont ils sont originaires. Les Italiens, au bout de 2 ou 3 générations, ils étaient plus italiens, ils étaient français. Donc ils supportent la France. Même Platini, même Laurence Ferrari, qui ont des origines italiennes, ils jouent pour la France ou ils supportent la France de manière naturelle. C'est la première fois qu'un pays africain arrive à ce stade. Non. Laissez-le parler. De manière naturelle. Aujourd'hui, tu es à la 3e ou 4e génération de Marocains en France et ils soutiennent encore le Maroc comme leur pays de cœur. Ça, c'est problématique. Ensuite, tu me dis, non, attends, je ne nie pas que tu puisses avoir un attachement. Pas de problème avec l'attachement, etc. Les racines, je comprends très bien. Je le comprends d'autant plus avec le Maroc, qui est un pays magnifique que moi j'adore. Maintenant, je te pose une question. Quand il y a France-Maroc, est-ce que tu tolères l'idée que ces gens préfèrent le Maroc à la France ? Ça ne me pose aucun problème. Moi, oui. Ma réponse est oui. Moi, ça me pose un problème. Et la double culture, à partir du moment... C'est pas une double culture, c'est une préférence marocaine. Allez, le temps passe très vite, mais c'est important aussi la diffusion. On va écouter ici le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui revient notamment sur les petits débordements. Il dit clairement, il interpelle d'autres députés à l'Assemblée en leur disant 3 vitres brisées, 3 scooters. Écoutez, c'est important ces éléments. Ça recadre un petit peu, notamment les analystes ou les personnes qui disent qu'il y a eu effectivement énormément d'émeutes ou de casses. Madame la députée, à Paris, il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez-vous pu vous commencer par féliciter ces 2 équipes et peut-être auriez-vous pu imaginer un instant être heureux avec les autres. Moi, je vous encourage, Madame la députée, d'être heureux avec notre peuple, de nous satisfaire en effet que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale, comme les Français ont fêté leur victoire partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés. Et il y a eu 3 vitres qui ont eu des bris de glace sur les Champs-Élysées. 3 vitres, quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et 3 scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les 3/4 d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne l'avez pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux. Oui. Voilà, des précisions qui sont tout de même importantes. Pour moi, c'est réel, c'est honnête et c'est vrai que, voilà, bien évidemment, moins il y a de petits dégâts ou de dégâts, bien sûr, il n'en faut pas du tout. Mais en tout cas, on a ces éléments. Alors, on va saluer le docteur Deroche et je reprends mes invités juste derrière. François Deroche, bonsoir, cher docteur, bienvenue. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Voilà. Merci, je voulais...
Merci pour votre fidélité. On vous a encore vu la semaine dernière autour des droits humains aux côtés de Jamaldine Benchenouf. Je voulais avoir avec vous 5 petites minutes tout de même pour avoir une réaction. Il y a cette Coupe du Monde. Alors je sais que vous aimez le football. Vous avez même milité pour que cette Coupe du Monde à la fois ne soit pas boycottée. En tout cas, elle est loin d'être boycottée. Elle est regardée. Mais je voulais avoir votre avis un peu sur ces médias. Aujourd'hui, il y a la fraternité, il y a le sport. Mais il y a un débat qui s'installe sur les plateaux télé, dans certains partis politiques, sur les réseaux sociaux, peut-être autour d'amalgames, de discrimination, de propos racistes. On parle d'immigration, de visa, de colonisation, d'Afrique, de procès, de qui va soutenir qui parce que je suis marocain ou pas français, etc. Avoir votre vision des choses. Je voudrais tout d'abord, moi je suis pour ceux qui croient que la Coupe du Monde, normalement, devrait rester une fête qui devrait normalement être fêtée partout. Alors, avant de commencer, je voudrais condamner de la façon la plus ferme les propos racistes qui ont été prononcés sur CNews. C'est absolument scandaleux. Où est la police? Où est la justice? On ne peut pas accepter que des gens puissent vomir leur haine sur leurs voisins de cette manière et ne pas avoir de répercussions sur le plan judiciaire. En tout cas, ça, je pense, notre organisation fera le nécessaire pour aller traduire ces gens-là devant la justice. Il faut absolument qu'ils répondent de leurs actes xénophobes, parce que ce sont des actes xénophobes. Maintenant, le match, c'est un match historique, bien sûr. Il est probablement même également très politique. Nous avons vu l'exploit du Maroc dans cette Coupe du Monde. Elle a généré un enthousiasme qui a été partagé pratiquement dans tous les pays, dans tous les pays arabes, dans tous les pays africains. Cette confrontation avec la France, qui est championne du monde, revêt une certaine forme de fierté pour les Marocains. Et cette confrontation en demi-finale, également, elle est beaucoup plus large. Je pense également que dans le cadre sportif, c'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, à l'histoire complexe entre les deux nations, entre la France et le Maroc, avec l'importance aussi de la communauté marocaine en France, il faut rappeler qu'on a pratiquement 800 000 Marocains en France, qui sont des binationaux. Et donc, ils ont quelque part le cœur qui est divisé en deux. Alors, ils sont avec leurs racines, avec le Maroc, et de toute façon avec la France, parce que c'est la France, c'est leur pays de cœur. Il faut quand même le rappeler à cela. Alors, quand j'entends ces discours racistes et haineux, moi, je suis un peu chagriné. Alors maintenant, quand on voit les commentaires, il n'y a pas uniquement CNews, mais il y a des commentateurs politiques qui ont salué, mais très peu. Mais la majorité essayait de mettre en exergue cette revanche que des Marocains veulent prendre sur la France. Mais attendez, revenons sur terre. Il y a 90 minutes de jeu entre deux nations. On ne va pas tout démêler. On va pas reparler de colonisation. Il faut avoir un syndrome de Stockholm pour essayer de parler de la France, effectivement, elle a été au Maroc dans les années 60, mais en tout cas, maintenant, les forces économiques sont déséquilibrées entre les pays. La France reste quand même le premier partenaire du Maroc sur le plan économique et vice-versa. Et encore aujourd'hui, le Maroc incarne dans cette compétition la fierté du monde arabe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer je pense qu'il y a 3 points, je pense qu'il faut en parler. 3 points qui sont importants et on essaye de mettre de l'huile sur le feu. Tout d'abord, il y a des gens qui disent qu'il y a une revanche symbolique sur la France. Je pense qu'il faut resituer le cadre. C'est un match de football, c'est très important pour le Maroc parce que le Maroc, ils ont faim, donc ils ont fait le nécessaire, ils nous ont montré, ça doit être un exemple à tout enfant dans les banlieues pour leur dire que quand on travaille, quand on bosse, on peut y arriver, on peut battre même les plus forts. Donc,
Moi, j'ai le cœur marocain ce soir, même si je suis français. Je voudrais que cette nation puisse donner l'exemple, parce qu'en général, vous savez, quand vous réussissez, il y a la culture du succès. Quand vous réussissez dans un domaine, vous allez réussir dans d'autres domaines. Et c'est la méthode Coué. Et donc, cette mobilisation de l'extrême droite en France, qui aujourd'hui parle de l'affrontement d'un pays colonisé. Il faut rappeler quand même, certes, que la France a été protectorat français pendant plus d'un demi-siècle, mais les incidents qui sont survenus après le Maroc-Espagne, c'était dérisoire par rapport dans toutes les compétitions sportives. Malheureusement, il y a des gens qui essayent de faire la fête, qui boivent peut-être un peu trop, et puis ils essayent de faire des turbulences et de casser. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est qu'il y a une fête, et cette fête doit être permise et autorisée à tous ces Marocains ou à tous ces Français, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, que le meilleur gagne. Merci. De toute façon, dans les deux cas de figure, il faut que ça reste une fête. Et puis, je voudrais également... Très rapidement, cher docteur François de Roche, tous ceux aujourd'hui qui croient qu'il y a une suspicion d'une communauté marocaine qui n'aime pas la France, ils ont pour leur argent. Parce que les Français qui sont d'origine marocaine sont Français de cœur, ils aiment la France, ils vivent en France, ils produisent en France, ils payent leur impôt en France, ils participent à l'essor de la France dans le monde. Et puis, il faut quand même parler de cette communauté, de la question palestinienne, et je m'arrête là. Merci. Cette question palestinienne, aujourd'hui, vous avez vu les Lions de l'Atlas, les joueurs marocains, ils ont parvenu à créer un nouveau sentiment de fierté, de ferveur fraternelle dans le monde arabe. Merci. On va dire pour la première fois depuis longtemps, les peuples arabes mettent leurs différences de côté, y compris les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Jordaniens. De belles images, effectivement. Merci, cher docteur François de Roche. On aura le plaisir de vous réinviter, d'en reparler, puisque, à mon avis, c'est pas terminé. En tout cas, on ne le souhaite pas dans ce sens. Messieurs, voilà, il nous reste vraiment 9 minutes. Vous avez la parole. Vous réagissez. Je ne dis plus rien. Gamal Abina, un peu sur ce que vous avez vu et entendu. Déjà, alors, pour ce qui concerne les violences, ça me fait rigoler. Et c'est bien que Darmanin le rappelle. Rappelons quand même le passé des violences réelles et sérieuses. Stade Ezel, c'était quoi? C'était en Belgique, c'était quand même 39 morts, hooligans, violents anglais, alcoolisés pour le coup, alors que ce n'est pas le cas actuellement au Qatar. 39 morts, voilà, c'est gratuit. Et c'était de la violence vraiment de footballeurs. On a le stade de Hillsborough, par exemple, pareil, 96 morts sur des bousculades parce qu'ils ont été écrasés dans les grilles. Ça, c'est des choses sérieuses. Là, c'est pas ce qui se passe. C'est la fête, c'est la joie. Ensuite, quand il renvoie à l'idée de se dire... Alors moi, j'ai une chanson que j'ai écoutée pendant la compétition qui s'appelle Anna Marlibi. Ce soir, je le dis, on l'est tous. Parce que c'est une vraie fierté de se dire que ces gens qui sont comme nous, qui sont de la même sphère civilisationnelle, ont réussi un exploit, des exploits. Et de dire quoi? De dire que quand on nous demande, on nous intime l'obligation de choisir entre des camps, déjà les personnes qui font ça sont les personnes qui ont une posture raciste, évidemment. Mais surtout, elles disent quoi? Ah, les Italiens, ils ont parlé de Platini, ne se revendiquaient pas de leur Italie, ce qui est faux. Il a joué en Italie déjà, donc c'est un mensonge. Et surtout, ils parlent italien, et surtout, les Italiens n'étaient pas colonisés par la France. Ça fait une grosse différence. Alors que les pays du Sud qui ont été colonisés, lorsqu'ils réussissent quelque chose face à l'ancienne puissance coloniale ou des anciennes puissances coloniales, c'est une fierté, c'est pas de la haine. C'est de dire, vous avez vu, on est capable de monter nous aussi. Donc le rapport de se dire pourquoi ils sont attachés, vous posez la question, pourquoi ils ne se sentent pas français? C'est peut-être parce que de l'autre côté, on leur renvoie systématiquement leur caractère étranger. Et qu'est-ce qui fait le caractère? C'est le visage. Un Italien, de génération, il parle français, on ne sait plus qui est italien. Alors, et un mot surtout sur cette immigration. Alors, vous êtes issu de l'immigration et moi aussi, et on est là et on construit, on apporte, on évolue. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a la fabrique des insultes racistes et une logorée verbale de racisme. On a banalisé le racisme en quelque sorte. Quand je vois, par exemple, le commentateur allemand, la profession de foi, qui fait des amalgames, des stigmatisations, des corrélations avec les talibans, moi, je lui pose la question.
est-ce que le peuple allemand était nazi? Non. L'Allemagne, elle est en train de corriger son passé. Parce qu'elle a la constitution la plus pacifique au monde. Je veux dire, est-ce que le CSA allemand va intervenir pour ce genre de stigmatisation? On nous dit qu'il y a Olivier Giroud, c'est le chouchou de l'extrême droite. On nous dit que Benzema est un musulman, c'est le chouchou de ceci. Mais on n'a pas à choisir. Je veux dire, surtout Giroud ne l'a pas choisi. Tout à fait, absolument. C'est quelque chose qui me dérange. Moi, Zidane, quand il a en 2006 son coup de boule, il est algérien. Mais en 98, c'est Zidane, le français, ceci. Je pense à un certain moment, il faut dire que... dernièrement, Benzema, c'était Benzema. Oui, absolument, Benzema, Benzema et Benzema. Mais ça ne veut pas dire que c'est quand on voit des drapeaux algériens ou marocains, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture avec la France d'origine. C'est le bon exemple. Ça peut être un exemple. C'est lorsque ça se passe mal, on peut le rallier rapidement à ses origines, mais lorsqu'il a un ballon d'or ou lorsqu'il mène l'équipe de France, l'image de Benzema est intéressante. Parce que Benzema, c'est le vilain petit canard du sélectionneur actuel qui a des problèmes, manifestement. Benzema, il a été encensé en Espagne, il a tout remporté. Et il a été encensé et choisi par qui? Par un type d'origine algérienne comme lui, Zidane. Qui sera peut-être le prochain sélectionneur. Imaginez la symbolique. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le racisme, il faut utiliser les bons termes, il ne faut pas tourner en rond. Quand ils nous disent attention le drapeau, on sort un drapeau brésilien, il n'y a pas de problème, ou portugais, mais c'est le problème, c'est le drapeau d'origine. Ensuite, ils disent attention, ils ne choisissent pas leur camp. On n'a pas choisi un camp. Quand on est binational, un Français aux États-Unis, il soutient la France, l'Américain lui dira jamais de choisir son camp. Donc la question qui se pose, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que oui ou non c'est raciste, c'est complexé, c'est paranoïaque, qui ont un problème et qui voient du mal partout, des émeutes partout. Moi j'étais à la manifestation de joie sur les Champs-Élysées, il ne s'est rien passé. Et plus encore, des Français sont arrivés après leur victoire. Ça rappelle d'ailleurs, en 2014, on a eu la même chose avec l'Algérie. On avait gagné, puis les Français sont arrivés derrière. Il ne se passe rien. Par contre, eux, ils cherchent un climat anxiogène parce qu'ils sont mal dans leur peau. La problématique qui se pose, c'est de se dire, finalement, ces petits bougnoules ne sont pas si mauvais que ça. On les a toujours dénigrés et ils montent et ils sont civilisés. Et les images qu'on a vues au Qatar, par exemple, la plus belle Coupe du Monde qui a été faite, je le sais de joueurs sur place qui en ont parlé, comme De Sailly, qui a encensé cette Coupe du Monde. Ils ont montré un monde civilisé. Un certain nombre de citoyens, d'hommes, et alors je dis bien un certain nombre, n'oublions pas que la France est un État de droit, démocratique, une terre d'accueil, qu'on le veuille ou non, un certain nombre, même un groupuscule, mais lorsque je prenais l'exemple de Benzema, parce que dernièrement, on n'a pas entendu le jeune footballeur originaire d'Algérie dans sa région de Kabylie remporte le ballon d'or pour la France, on n'a pas entendu ça. Je voudrais dire une chose par rapport au Qatar, très important au Qatar, il faut le dire parce qu'il faut que ce soit entendu. J'en ai marre d'entendre que les Qataris auraient tué 6000 personnes sur les chantiers. Je rappelle que ceux qui font les chantiers au Qatar sont français. Que les sociétés qui réduisent à l'esclavage sont françaises, qu'elles ont raflé toute la part du lion là-bas. Donc s'ils doivent poursuivre quelque chose, c'est les Français qui maltraitent ces malheureux. Et les Qataris ne savent pas construire un immeuble, c'est tout juste s'ils font une cabane. Ça, c'est important de le rappeler. Cette façon d'attaquer les Qataris, alors que le donneur d'ordre est français, c'est intolérable. Je pense, au fait, il y a aussi il y a un problème de la religion, de l'islam, qui leur pose problème. Il y a un degré d'islamophobie qui frôle un peu les... Moi, personnellement, ça me choque parce que ça reste du football, ça reste 90 minutes de jeu que le meilleur gagne. Mais on a le droit de supporter notre équipe de cœur. C'est notre liberté de supporter une équipe. Voilà. Messieurs, avant de se quitter, on va écouter ce message de l'entraîneur marocain et puis on va se dire au revoir juste derrière. Vous allez voir que les Lions de l'Atlas sont prêts. Ah, c'est une blague. Pas là pour rigoler, pas de fatigue. Je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens. Voilà, l'entraîneur El Gharaghi qui a un très beau message. Oui. Vous avez déjà vu un lion se faire manger par un coq? Le contraire, pas. Ouais. Ok. Très bien. Bon, oui, j'allais comprendre. Un pronostic, messieurs? 1-0 pour le Maroc. 1-0 pour le Maroc. Maroc en finale. Maroc en finale, très bien. Voilà. Il est 19h50, il nous reste 1 minute 30. Peut-être un mot d'ailleurs, la presse algérienne, d'ailleurs ça a été tweeté par le Parisien, la presse algérienne, en tout cas la presse publique algérienne n'a pas du tout
mis à l'honneur cette victoire marocaine, alors que le peuple marocain le peuple algérien, est très proche du peuple. Je dirais simplement, c'est que d'abord c'est stupide et c'est pas réfléchi. L'Algérie dit qu'elle soutient le peuple marocain officiellement. Elle a un problème avec les autorités, et je le comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. On a le droit de ne pas aimer la politique marocaine. Par contre, on est avec le peuple et ils auraient dû accompagner cette victoire et j'espère qu'ils vont se corriger. Moi, j'ai fait même une publication, j'ai dit à Tebboune, vous devriez féliciter le peuple marocain. Et je fais la distinction entre le Makhzen et le peuple marocain. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Merci à tous. Merci à tous les cadres d'avoir été avec nous. Gamal Abina, merci. Analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. Elias Djebaili, merci d'avoir été avec nous. Ingénieur économiste. Le docteur François Deroche était avec nous. Président de l'association Justice et Droits sans frontières, donc, qui va engager des procédures, notamment pour attaquer notamment et interpeller toutes ces personnalités journalistes qui disent ce qu'on a pu entendre entre autres ce soir. Et Majid Massaouden, merci d'avoir été avec nous, militant anti-raciste. Je vous souhaite une très belle soirée. Le générique est parti, je suis en train de vous parler. Peut-être...